Spartiate, bienvenue dans la vidéo. Alors, on commence une nouvelle semaine. On est lundi. On pourrait croire qu'on est dimanche, mais on est bien un jour férié. Et on a bien démarré cette nouvelle semaine. Et on va voir ensemble les événements qui nous attendent cette semaine. Et il y a pas mal de choses qui pourraient faire bouger les marchés. Et des choses clés, on va dire. Et on va analyser ensemble qu'est-ce qui pourrait être décisif au cours de cette semaine. Donc là, on est dans le mois d'avril. Hein. On est le 10 avril, en plein milieu presque. Et le mois d'avril, en général, c'est souvent un mois très haussier ou très bullish sur les marchés. Pour le moment, bon, on l'a pas vu hein, sur les cryptos. Voilà. Peut-être sur les marchés, mais même les marchés boursiers, bon, ça c'est volatile. On l'a pas encore vu, mais là, ce qui arrive cette semaine, ça pourrait déclencher le rallye qu'on attend pour avril normalement. Donc on va voir ça ensemble. Alors, top 5, donc des dossiers clés à surveiller sur les marchés pour la semaine du 10 avril. Qu'est-ce qu'on aurait? Donc premièrement, on aurait l'IPC américain. Donc IPC, inflation, vous voyez, c'est voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc les chiffres de l'inflation américaine publiés mercredi. Donc retenez bien la date. Vous l'avez vu sur ma miniature. Tout se joue mercredi. C'est parce qu'on a plein d'événements qui arrivent mercredi. Et donc, on a déjà le plus important, l'inflation qui sera publiée mercredi. Et ça, c'est très très important. Donc les estimations ici disent qu'on va avoir des coûts, des carburants qui augmenteront de 0,4% sur un mois pour une augmentation annuelle de 5,6% contre 5,5%. Donc on attend quand même que l'inflation monte légèrement. Donc ce qui n'est pas normalement une mauvaise nouvelle, mais c'est ce qui est prédit. Donc si on a des chiffres qui tombent comme ça ne va pas trop choquer les marchés. Donc ça c'est ce qu'on attend. Donc si on aurait des chiffres inférieurs à 5,5 ou moins même 5,4 ou 5,3, les marchés pourraient très très bien réagir. Et c'est ce qu'on espère. C'est vraiment ce qu'on espère. Et il ne faut pas vraiment... là, on est dans un temps où, si vous le voyez ici, l'inflation descend complètement. Donc, là, on attend, là, pour mars, on attendrait, ici, là où je vous le surligne, 5,6. Donc, une inflation qui continue à rester au-delà des attentes que les analystes disent, mais qui est quand même en phase descendante. Mais si vous regardez bien, depuis janvier de l'année dernière, donc on avait une inflation qui montait. Vous voyez, janvier, on avait 7,5. Ensuite, février, c'était monté. Mars, c'était encore monté. Voilà. Et avril, voilà, jusqu'à juin, on va dire, à juin, on a touché un pic avec une inflation à 9,1. Donc ça, c'était juin de l'année dernière. Et ensuite, depuis juin de l'année dernière, là, vous avez eu une décrue. Juillet, c'est descendu, 8,5. Auguste, c'est descendu. Septembre, c'est descendu. Donc, vous voyez, ça fait que de descendre. Donc, on devrait être dans cette continuation. Et là, on devrait avoir peut-être 5,5, 5,6. Peut-être même moins, on espère moins. Mais bon, même si on tombe dans ces annonces-là, voilà, on voit quand même de manière générale, on a une inflation qui descend. Donc, un peu de patience. Juste un peu de patience, ça descend. Ça prend du temps, mais voilà. Au bout d'un moment, ça va obliger la Fed, à force que ça descende comme ça va obliger la Fed à descendre, on va dire, à faire un pivot au niveau de ces décisions des taux. Donc, c'est ce qu'on attend. On va voir. Donc ça, premièrement, comme vous l'avez vu, ça, c'est le numéro 1, l'inflation. Donc l'inflation, vous le voyez. Donc ça, c'est décision de la Fed. Voilà, bon, j'ai pas vraiment les chiffres, voilà, enfin, c'est mercredi, hein, c'est mercredi. Et donc, ça pourrait influencer, justement, les taux, pardon, la décision de la Fed qui aura lieu le 2 et 3 mars prochain. 3 mai, pardon, excusez-moi. Donc, les 2 et 3 mai prochains. Donc, mercredi, on va avoir la décision des taux. Ce mercredi-là, donc dans 2 jours, c'est l'inflation américaine, on va voir les chiffres, qui devrait tomber à 5,6, 5,5. Et ça pourrait influencer
la décision de la Fed le 2 à 3 mai prochain. Donc, d'ici 3 semaines là. Et donc, ça, c'est dans 3 semaines. Et on aurait... donc, ça serait dans 23 jours. La décision sur les prochains taux de la Fed, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, dans 23 jours, 4 heures et 5 minutes à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est le 3 mai à 18 h. On aura les chiffres de l'inflation, les chiffres de la décision des taux américains. Donc, Jérôme Powell et les décideurs de la Fed vont nous indiquer qu'est-ce qu'ils ont décidé. On s'attend, comme d'habitude, à encore une hausse de à peu près peut-être 0,25 points de base. Une hausse, voilà, tout en douceur, on va dire, pour pas choquer les marchés. Même si les marchés, là, la peur est revenue là, par rapport au fait qu'à force d'augmenter les taux, on risque de sombrer dans une récession, là, de faire tomber, on va dire, l'économie par terre et avoir une récession. Mais voilà, ils sont obligés de continuer d'augmenter ou d'augmenter les taux d'intérêt, même si c'est que de 0,25 points de base, pour toujours freiner l'inflation et tenter de la ramener à 2%. Donc voilà, pour ça, c'est la première annonce. Aussi, on aura mercredi, encore une fois mercredi. Donc vous voyez qu'on aura les chiffres de l'inflation mercredi, mais on aura aussi le procès verbal de la Fed. Donc mercredi aussi. Ça, c'est les minutes de la Fed, donc de sa réunion de mars. Donc suite à sa réunion de mars, les membres de la Fed vont sortir un rapport. Et ce rapport, on les appelle, c'est les procès verbaux de la Fed, on les appelle les minutes de la Fed. Et ça, c'est des rapports qui sont scrutés parce que ça peut donner des petites indications sur ce que ferait la Fed sur sa prochaine décision des taux, là, le 3 mai prochain. Là. Ça peut donner des indications et les investisseurs adorent regarder ces rapports, adorent surveiller ça pour anticiper et se donner on va dire, des informations sur chaque décision de chaque investisseur. En fait, les investisseurs aiment bien avoir quelques petits détails pour anticiper et tenter de faire les bons choix dans leurs investissements. Donc, c'est scruté. Et ça aussi, c'est mercredi. Vous voyez ? Donc, il y a pas mal de choses qui nous attendent mercredi. Et donc là, c'est les procès-verbaux aussi du FOMC. Ça, c'est dans 2 jours. Vous le voyez, je le souligne ici. 2 jours, 4 heures et 5 minutes. Donc le mercredi 12 avril qui arrive là, à 18 h également. Donc certainement, je ferai peut-être une vidéo le soir, peut-être vers 20 h, pour vous donner des détails, on va dire, sur ce qui est ressorti de ce rapport-là. Donc mercredi, beaucoup de choses se passent. Et en tout cas, les principaux événements, on va dire, par rapport à l'économie se déroule mercredi. Donc les plus importants. Là, on a un top 5 là, des dossiers. Mais vous voyez que déjà les deux principales, les deux plus importantes se déroulent mercredi. En plus, tout à l'heure, je vais vous parler de la mise à jour Shanghai d'Ethereum qui arrive aussi mercredi et qui pourrait secouer peut-être le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, et ça aussi c'est mercredi pour la mise à jour Shanghai. Donc vous voyez que mercredi, c'est vraiment une journée où il va y avoir une forte volatilité. Et voilà, hein, on attend de voir comment les cours vont se comporter, tout ça. Donc ensuite, on a d'autres choses, mais qui sont un peu moins importantes. Donc le résultat des banques, JP Morgan, Citigroup, tout ça. Et donc, ça aussi, c'est à noter aussi. Donc, je sais pas trop, voilà, je l'ai retrouvé. Si vous regardez ici, ça c'est la saison des résultats. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est vraiment vendredi que tout se passe. Vous avez mercredi, LVMH. Mais sinon, si vous regardez, donc déjà lundi, il n'y a pas de quoi faire bouger les marchés. Voilà, toute la semaine, il ne se passe pas grand chose. On peut juste dire ici, vendredi quand même on a des grandes banques, hein. Là on peut compter JP Morgan, donc tout en haut là, c'est un peu flou, hein, mais c'est l'image qui veut ça. Donc vous avez marqué en flou tout en haut JP Morgan, mais vous avez aussi la Citibank et Wells Fargo, hein, en plus de BlackRock. Donc là vous avez même PNC, mais PNC c'est un peu plus ancien, mais déjà vous avez 4 grosses entités là qui vont dévoiler leur saison des résultats, c'est tous les trimestres. Et ça peut donner des indications parce que les banques maintenant sont très scrutées sur leurs résultats.
Et vous savez qu'il y a eu des grosses faillites bancaires là, en Europe et aux États-Unis. Donc les chiffres des banques vont vraiment beaucoup intéresser. Et ça, c'est vendredi. Donc on va retenir ça. On aura ça vendredi, donc on verra en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'était en numéro 3, les chiffres des banques. Ensuite, des prévisions du Fonds monétaire international. Donc ça, c'est plutôt... Bah, aujourd'hui, il y a une réunion là qui se tient à Washington lundi. Et en fait, demain, le FMI publiera donc mardi ses prévisions actualisées. Mais les chiffres du Fonds monétaire international, c'est un peu moins scruté. On s'en fout un peu. Enfin, ils vont donner des perspectives, des choses comme ça. Mais nous, on veut être plus dans le cœur, dans vraiment les chiffres américains. Bon, eux, en fait, ils donnent des perspectives. Ils donnent des prévisions, mais les prévisions, c'est pas... Voilà, nous, on attend des choses concrètes. Et donc ça, c'est un peu moins... Ça à noter, donc c'est demain. Aujourd'hui, ils se réunissent, demain, ils sortent les chiffres. Ça, c'est un peu moins scruté. Et ensuite, bon, bah, quelques banques centrales qui vont annoncer des taux, comme la Banque du Canada. Voilà, mais ça, c'est un peu moins important. Ce qui se passe au Canada ou dans le reste des banques centrales du monde entier, voilà, ça passe au second degré. Ce qui compte, c'est vraiment la banque, la Fed, la Réserve fédérale américaine. Pour le moment, à ce jour, c'est la Réserve fédérale américaine qui lead. C'est les États-Unis, la place de la finance mondiale. Demain, peut-être que ce sera la Chine, vu que la Chine est en train de prendre de plus en plus une place. Peut-être que demain, on scrutera encore plus les marchés asiatiques, les marchés en Chine. Mais aujourd'hui, et pendant quelques temps encore, c'est ce qui se passe aux États-Unis qui intéresse et qui font bouger les marchés. Donc voilà, en tout cas, par rapport à tout ça. Donc les procès-verbaux, on attend ça mercredi. Voilà, une grosse semaine à venir hein, pour le FOMC et l'inflation, donc mercredi. Et on a aussi les cours des matières premières qui viendront. Donc on surveillera tout ça. Je ferai des vidéos qui vous montreront tout ça. Donc voilà, événement clé sur les marchés développé la semaine prochaine. Donc l'IPC, donc l'inflation américaine mercredi. Forte probabilité ici que la Fed revienne sur sa trajectoire. Donc on verra que la Fed revienne ou non sur sa trajectoire, ça dépendra justement des résultats de l'inflation mercredi là et des minutes de la Fed. Tout ça, ça va avoir une influence sur la décision de la Fed. Donc, est-ce que la Fed reviendra sur sa trajectoire, sur ses taux? Est-ce que la Fed baissera ses taux? Ça, on verra. Ça, tout dépend des chiffres qu'on va avoir. Donc voilà, notez bien tout ça. Voilà, le CPI arrive. Donc CPI, ça veut dire IPC, ça veut dire inflation. Notez bien ça. Donc le calendrier des rapports économiques et des intervenants de la Fed pour cette semaine à venir. Donc voilà, vous avez tout, vous avez le calendrier ici. Donc Monday, ça non. Tuesday, mardi, vous avez des membres de la Fed qui vont parler, mais mardi, on attend les prévisions de le Fonds monétaire international, mais ça, c'est pas très important. Par contre, Wednesday, là, c'est ce qui est important. Donc vous notez ici Wednesday, CPI, hein. Core, CPI Core et CPI annuel, donc years, ça, très très important. Vraiment très important. Donc ça, c'est Wednesday, c'est mercredi, 12 avril. Donc notez que ça, hein. Ce qui se passe lundi, enfin aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Les réunions, les membres du FMI se réunissent et il n'y a rien aujourd'hui. Demain, ils donnent des prévisions. Ça, on s'en fiche un peu, mais par contre, mercredi, notez bien ça. Et donc, ensuite, vous avez, si on zoome, ici, Tuesday, donc jeudi. Bon, jeudi, quelques autres chiffres, Core, PPI, tout ça. Et surtout, vendredi, c'est les résultats des banques, JP Morgan, des choses comme ça. Mais principalement, ce qu'on doit noter sur tout ça, c'est mercredi. Donc voilà, en tout cas, par rapport à ça. Et on va avoir une forte turbulence sur tout ce qui est les devises, tout ça, avec l'inflation, donc l'IPC-US, qui est l'inflation américaine. On attend en baisse. Hein. Donc, on a des prévisions de 5,5%, 5,6%, 5,5%. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est en phase descendante depuis juin 2022. On n'est que en baisse. Mais le problème, c'est que ça reste élevé par rapport à l'objectif qui est de 2%. Donc, on attend une inflation en baisse, mais peut-être au-dessus de ce que les analyses prévoient. Donc, les analyses prévoient peut-être 5,5 et peut-être qu'on attend 5,6. Donc, ça sera mitigé peut-être, mais ça reste en baisse. Mais on va voir. On attend les chiffres. Et ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir de la turbulence. Donc, on verra en tout cas tout ça. Alors, on va passer aux cryptos.
Les cryptos qui sont, pour le moment, hein, le Bitcoin qui est très fort, hein, vous le voyez ici, on est voilà, toujours en range depuis 3 semaines, presque un mois, aux alentours des 28 000. Et là, on est à 28 300. Il faudrait qu'on passe les 28 600 pour vraiment peut-être avoir le début de flamme. Mais pour le moment, c'est pas mal. Meilleur performeur, Kaspa. Ma crypto, où je suis all-in dessus. C'était monté jusqu'à presque 20%. Et là, c'est un peu corrigé. Mais voilà, ça commence. Il y a un début d'étincelle. Bitgate, avec sa crypto BGB, qui a lancé un programme de 100 millions. On va revenir sur ça après. Donc voilà, du vert pour commencer cette semaine pour les cryptos. C'est très bien. On va rester certainement avec... On est quand même confiant par rapport à tout ce qui se passe. On sent qu'il nous manque une étincelle. On sent qu'il nous manque un tout petit catalyseur. Donc là, il ne se passe rien sur les marchés. 12 milliards, vous voyez ici le Bitcoin là. 12 milliards de volume pour le Bitcoin là. Vous voyez, ici je vous le surligne. C'est qu'il n'y a rien qui se passe sur les marchés. Il n'y a plus personne. Normalement, en général, le Bitcoin est aux alentours des plus de 50 milliards de volume quotidienne. 50, 60, 70. Là, c'est une journée où il y a une forte volatilité sur Bitcoin. Là, on est à 12 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe. Et même pour les autres, voilà, on est à 5-6 fois moins de volume. Donc sur les marchés, c'est très calme. Mais attention, avec ce qui va arriver tout mercredi, là, ça peut aller très très vite. Hein. Donc on va surveiller tout ça. Sinon, sur le long terme, comme d'hab, hein, ça ne bouge pas. Les cryptos sont en phase de retournement et sont en phase de repartir. C'est ce qui se passe tous les 4 ans. 3 années de hausse, 1 année de baisse. On a fait notre année de baisse qui nous a fait très très mal toute l'année 2022. 2023, on repart à partir de 2023 pour 3 années de hausse, mais qui auront des volatilités comme d'habitude, ça ne change pas. Et regardez, comme en 2019, maintenant on est en 2023, 4 ans plus tard, on repart à la hausse. Donc si vous, à partir de 2023, si vous rentrez, il y aura beaucoup de volatilité, mais attendez-vous à une hausse sur le moyen long terme. Attendez-vous sur les mois qui arrivent à quand même une hausse de manière, voilà, avec beaucoup de volatilité. Mais ça ne bouge pas. On est en début de rallye et donc voilà, ça ne change pas. Bien sûr, comme d'habitude, hein, vous retrouvez tout ça sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter. Donc on continue. Voilà, si on prend de manière plus reculée, Bitcoin est sur le point de refaire cette croix. Donc on va regarder de plus proche qu'est-ce qu'est cette croix-là. Donc vous voyez, hein, bon, pour le Bitcoin, plus le temps passe et moins on a de multiples, hein, bien sûr c'est comme ça. Hein. Le Bitcoin est quand même pas mal déjà capitalisé à plus de 500 milliards. Donc les premières fois, vous avez vu qu'on avait fait cette croix. Qu'est-ce qui s'était passé? Un fois 230 pour le Bitcoin. Ça c'était en 2012. Donc c'était l'année vraiment du Bitcoin où le Bitcoin avait vraiment explosé avec un fois 230. Ensuite ça a corrigé, une année de baisse. Et ensuite pour les 3 ans de hausse, qu'est-ce qu'on a eu? Un fois 60. Ensuite on a eu une année de baisse. Ensuite pour les 3 ans de hausse, on a eu quoi? Un fois 10. Donc là, ça va être encore réduit. On a fait notre année de baisse et là, on a la croix. On va repartir pour 3 ans de hausse. Mais le Bitcoin, sur les 3 ans, risque de faire 1 x 5. Diminuer, vous voyez. Par contre, où on a de la chance, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin dans la vie. Il y a aussi les altcoins. Donc le Bitcoin, lui, est déjà assez mature. Va faire son x5 dans les 3 ans. C'est bienvenu. On est content. Le Bitcoin va atteindre les 2000 milliards de capitalisation, des choses comme ça. Voire un peu plus. Mais nous, on a des altcoins. Les altcoins peuvent faire reproduire les performances passées proches du Bitcoin. Donc, pour les altcoins, peut-être un x230 que quelques-unes cryptos, et encore, va falloir les trouver, vont pouvoir faire ça. Quelques-uns altcoins. Mais par contre, pour la plupart des altcoins, même du top 100, peuvent encore faire un x60. Vous voyez ou aller dans le top 500, on peut en trouver qui font des x60. Donc, à vous de faire vos recherches, tout ça. Et il y en a largement qui peuvent faire des x60. Donc, à vous de voir en tout cas. Donc voilà, hein. Là on est, comme vous le voyez, sur la croix. Et en fait, c'est une croix, voilà, sur les RSI, tout ça. Et là, on y est et on va repartir à la hausse. Et le Bitcoin, lui, certainement, va monter, voilà, 100, 200 000 dollars. Voilà, c'est ce qui est attendu. Hein. Vous voyez que si on prend de manière reculée, on est en constante hausse. Hein. On est vraiment dans une pente
montante là. Et ça va amener le Bitcoin. Bah, si vous dessinez vous-même votre dessin, ça nous amène aux alentours des 200 000 d'ici 3 ans là. Donc voilà, c'est pas mal. Ça, c'est sur le moyen long terme. Donc on est en phase haussière. Faut pas s'inquiéter pour les cryptos. Maintenant, si on vient sur le court terme, on est, regardez bien, dans une phase de bande de Bollinger qui se compresse. Donc là, on va pas tarder à péter. À la hausse, à la baisse, moi, perso, comme je vous l'ai montré sur le long terme, on est dans une phase montante. Tout coïncide pour qu'on monte. Et les événements qui sont là, en fait, ils vont continuer à augmenter les taux. Ils vont continuer voilà, à combattre. Les banques vont être de plus en plus fragiles. Tout est en faveur du Bitcoin. Et là, la banque de Bollinger est en train de se compresser. Donc pour moi, on n'est pas loin de péter. Et pour moi, péter à la hausse. Donc ça, c'est une question de maintenant de jours, de semaines peut-être. Mais on n'est pas loin de casser ça à la hausse. Si vous le voyez, hein, de toute manière, on est en train de buter sur une ligne noire là. Et on est en phase montante, hein, de manière générale. Et là, on attend juste un bond en avant. C'est-à-dire qu'on se passerait là de 28 000 qui casserait les 30 000 et qui nous amènerait même peut-être directement aux 35-40K d'un coup. Donc on attend l'insufflation là, enfin une puissance, une portée vers la hausse là. Ça fait un mois, presque 3 semaines, presque un mois, pardon, 3 semaines, presque un mois qu'on range. Donc on va certainement là venir exploser et avoir une puissance haussière. Là, au vu de la configuration, ça m'étonnerait qu'on casse et qu'on revienne à la baisse. Ce serait pas très logique, mais on est sur les marchés, on est sûr de rien. Donc voilà, on est en phase. Si vous regardez bien, regardez, on a buté déjà. Là, ça, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 semaines hein, qu'on range là et qu'on vient buter sur les 28 600, 29 000 là. Donc, regardez, on est en train de faire le même scénario qu'en 2020. On avait plusieurs fois buté. Et là, on est en avril 2023. On a buté là 4-5 fois déjà. Qu'est-ce qui nous attend? Normalement, comme en 2020, on va finir là par casser à la hausse et avoir une poussée haussière. Donc, la dernière fois qu'on avait fait ça en 2020, on était passé de 20 000 directement à... D'abord, on a eu une poussée jusqu'à 24 000, donc on a pris 4 000 $ et ensuite on a recorrigé, on est rapidement remonté à plus, voilà, je sais plus combien, peut-être 30 000, on a presque gagné 10 000. Donc là, ça pourrait être pareil. Là, on pourrait avoir une poussée qui nous ramènerait rapidement à 32 000 avant qu'on corrige un petit peu. Et ensuite, une autre poussée qui là nous ramènerait peut-être à 35, 37, voire 40K au plus haut. Donc ça peut se passer là sur un mois. Donc sur la 15 jours, un mois, on peut rapidement... Donc attention, surveillez bien avril. D'ici la fin avril, en fait, là, on pourrait être à 40 000. Hein, rien que d'ici la fin avril. Donc là, on est déjà le 10. Regardez, on en reparlera hein, peut-être d'ici début mai, pardon. On pourrait déjà être aux alentours des 35-40K. Hein, ça peut aller très vite sur les marchés crypto, là. Donc, regardez bien, hein. On se compresse comme je vous l'ai dit. Regardez, hein, de plus en plus, le triangle se referme. Donc là, regardez, normalement, le triangle devrait être complètement fermé d'ici le 17 avril. Donc d'ici une semaine. Mais fort est à parier que, au vu de ce qui nous attend par rapport à l'actualité macroéconomique, mercredi, je pense que d'ici mercredi, là, quand on va voir tous ces événements, ça va péter. Et peut-être que c'est Ethereum qui va aider avec sa mise à jour Shanghai. Mais là, on n'est plus très loin. Ça va péter, hein. Je vous le dis. D'ici après-demain, là, il va se passer des choses, là. Pardon. Surveillez bien tout ça, en tout cas. Regardez le triangle qui se referme. Hein. On peut encore venir buter une dernière fois et revenir peut-être à 27... Enfin, non, même pas 28 200 peut-être. 28 000... non, même pas, ouais. 27 900, 27 800. Et ensuite, venir casser et là, vraiment péter et aller aux 32 000. Donc, la prochaine target, vraiment, on peut dire que c'est les 32 000. La vraie poussée, là, jusqu'aux 32K. Mais ça serait important, hein, parce que là, on passerait au-dessus des 30K. La barre symbolique des 30 000. Et là, ça va apporter énormément de confiance au niveau du marché. Parce qu'on passe au niveau des 30 000. On n'est plus dans les 20 000. On va passer aux 30 000. Donc tout ça, ça pourrait vraiment réveiller un peu les gens. Même ceux qui suivent de loin la crypto, qui ne connaissent pas trop.
Et ils vont se dire, attendez, le Bitcoin, là, il est repassé, il est à 30 000, il est plus dans les 20 000. Vous voyez? Donc tout ça, c'est très important. On va voir ça. Et de toute manière, le Bitcoin est très fort. Donc on a une plus grande probabilité que le Bitcoin monte à 32 000 plutôt qu'il chute aux 20K. Et ça, on a plein de choses qui nous le prouvent, on va dire. Donc nous approchons rapidement des 1 million de Bitcoin. Voilà. Donc d'adresse du Bitcoin. Donc vous voyez, ça fait que de monter. Hein. Donc les gens hold, les gens conservent leur Bitcoin et on s'approche. Il y a de plus en plus de personnes qui gardent leur Bitcoin et on s'approche presque du million. Donc c'est très important hein, ce qui se passe là. Vous voyez, regardez, une autre preuve ici, 53% de tous les Bitcoins n'ont pas bougé depuis 2 ans. Donc on est proche du nouvel ATH là. Donc 53, donc c'est plus de la moitié des Bitcoins en circulation qui n'ont pas bougé. Donc les gens conservent leur Bitcoin, les gens sont convaincus par leur Bitcoin et les gens ont compris qu'il est temps de holder, d'accumuler et d'attendre la prochaine explosion. Les baleines, les particuliers, tout le monde a compris ça. Vous voyez? Donc surveillez bien ça. Aussi, l'accumulation des grosses institutions arrive. Et donc, n'oubliez pas, MicroStrategy, qui est l'entreprise de Michael Saylor, qui encore récemment, là, il y a 2-3 jours, a encore acheté pour 150 000 bitcoins. Et il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, il avait encore réaccumulé. Donc là, MicroStrategy devient très puissant. Et l'institution qui accumule le plus de bitcoins. Et là, vous avez des grosses institutions, hein, des grosses banques américaines et des gros fonds d'investissement comme Bank of America et Fidelity qui gèrent toute l'épargne américaine, qui ont acheté plus de 75 millions de dollars d'actions MicroStrategy. Donc MicroStrategy, c'est l'entreprise de Michael Saylor qui possède énormément de Bitcoin. Donc en fait, ces institutions qui ont acheté l'action MicroStrategy s'exposent fortement au Bitcoin. Vous voyez? Donc, vous voyez que les géants de la finance sont optimistes sur Bitcoin puisqu'ils investissent sur MicroStrategy qui possède énormément de Bitcoin. Et donc, là d'ici le prochain bull run, attendez-vous à une accumulation en masse des institutions comme BlackRock, JP Morgan. Ils vont tous petit à petit commencer à accumuler du Bitcoin. Donc, ça va... plus on achète du Bitcoin, plus il y a moins de Bitcoin en circulation puisqu'ils sont possédés. Et donc, en fait, ça apporte une rareté au Bitcoin puisqu'il y en a moins en circulation. Et s'il y a une rareté, donc ça fait qu'il y a moins d'offres du Bitcoin que de demandes petit à petit. Et donc, ça fait monter le prix. C'est l'offre et la demande. Et si le Bitcoin est de plus en plus accumulé, c'est que son prix va augmenter puisqu'il est de plus en plus rare. Vous voyez? Donc, profitez... Enfin, regardez ça. Et qui dit Bitcoin qui va être de plus en plus rare et qui va monter, dit que les altcoins aussi vont monter. Et comme les altcoins sont plus petits en capitalisation, ils vont plus exploser. Et donc, c'est bon pour nous en tant qu'investisseurs qui seront investis dessus. Voilà, hein, plein de choses. Le Nevada aussi, il est à noter que le Nevada aux États-Unis est l'État qui a le plus de Bitcoin fou des États-Unis. Le Bitcoin... ils sont amoureux du Bitcoin dans le Nevada là. Ça, je crois que c'est le Nevada, je crois que c'est dans le Texas. Hein. C'est en plein centre-sud des États-Unis. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, hein. Je suis pas sûr, mais il faudra aller vérifier ça. Plein d'actualités. Hein. Aussi Bitcoin est le mot le plus googlé aux USA actuellement. Donc si vous regardez bien, actuellement... Qu'est-ce que recherchent les Américains? Et c'est aux USA, hein, on parle pas... Voilà, là, c'est les États-Unis. C'est la place de la finance mondiale. C'est les maîtres américains, ceux qui ont le plus gros PIB, tout ça. Bah, chez eux, le nom qui est le plus tapé sur Google aux États-Unis, c'est le Bitcoin. Donc, devant Donald Trump, devant Breaking News, devant Elvis Presley, Disney, tout ça, Spider-Man, le Bitcoin. C'est le Bitcoin qui est le plus recherché, le plus googlé aux États-Unis. Donc, qui dit est le plus recherché, dit on s'intéresse au Bitcoin. Et si on s'intéresse et après, on découvre vraiment le potentiel du Bitcoin, ça veut dire qu'on va investir ensuite sur le Bitcoin. Et on revient sur le fait que plus on achète du Bitcoin, plus il se raréfie et plus son prix monte. Vous voyez, c'est tout un mécanisme. Mais, les amis, vous savez, qu'est-ce qui nous attend? Donc, c'est pour ça, pour toutes ces choses que je dis, c'est pour ça que je dis que le Bitcoin... on attend que du bon, en tout cas du Bitcoin. Donc moi je suis très bullish en tout cas sur tout ça là. Donc on avance maintenant sur la mise à jour Shanghai qui arrive
mercredi, en même temps que les chiffres de l'inflation et le rapport de la Fed, les minutes de la Fed, on a aussi la mise à jour Shanghai tant attendue. On ne sait pas trop comment, qu'est-ce qui va se passer. Au début, on avait beaucoup peur par rapport à cette mise à jour parce que ça va permettre au monde qui possède Ethereum de pouvoir... parce que là, tous les gens ont stacké leur Ethereum. Et là, tout le monde va pouvoir débloquer ses ETH et récupérer ça en bénéfice. Et ça peut créer une forte pression à la baisse pour Ethereum. Mais là, ce qui se dit, le narratif est en train de changer. En fait, le fait de pouvoir stacker et déstacker ces Ethereum, ces ETH, bah, peut-être ça va permettre aux institutionnels de pouvoir... Ça va apporter plus de liberté. Et là, peut-être maintenant, on est en train de penser que il y a une masse d'institutionnels et de particuliers qui vont maintenant pouvoir aller stacker encore plus d'Ethereum. Et ça fait que on a l'impression, même Ethereum est monté là depuis ces derniers jours là. Donc on a l'impression que ça sent bon cette mise à jour. Donc tout ça, ça va peut-être faire partie. C'est peut-être Ethereum qui va faire décoller le Bitcoin. Donc vous voyez, il y a beaucoup de volatilité dans tous les coins là. L'inflation, le rapport à les minutes de la Fed, tout ce que je vous ai dit sur le Bitcoin qui est très bullish. Là, Ethereum aussi qui pourrait insuffler une puissance. Donc beaucoup d'informations, beaucoup de volatilité. Attention, hein, c'est mercredi là. Ça va être très très volatile. Donc on va voir ça. J'ai hâte d'être à ce jour-là. Même si ça se passe mal, tant pis, hein, on accumulera ou voilà. Mais en tout cas, pour moi, je suis très confiant. Donc voilà, les validateurs vont pouvoir retirer leurs 17,6 millions d'ETH qui étaient bloqués jusqu'à présent. Mais qui a vraiment envie de vendre l'ETH maintenant? C'est ce qu'on se pose. Pourquoi en fait les gars retiraient ça? C'est pas le meilleur moment puisque en ce moment l'Ethereum va gagner en prix avec tout ce qui se passe. Donc pour moi, les gens seraient bêtes en fait de retirer leur Ethereum. Nous avons un an de bear market derrière nous. Le marché commence tout juste à reprendre des couleurs. Curieux de voir ce que nous réserve cette semaine. Donc c'est exactement ce que je vous disais. C'est pas le bon timing pour retirer ces ETH alors que ETH est sur le point d'exploser. Donc ce serait un peu idiot de retirer ces Ethereum. Moi je pense qu'au contraire, il va y avoir une masse qui vont arriver maintenant sur Ethereum. Et ça, je pense que ça va même donner de la puissance au Bitcoin et aux autres cryptos là. Donc, hâte de voir tout ça. Voilà, la mise à jour Ethereum qui s'appelle mise à jour Chapella devrait être mise en ligne dans 48 heures. Ce que cela signifie pour les détenteurs d'ETH. Donc, comme je vous l'ai dit, on ne va pas s'attarder dessus. Ça signifie qu'on va pouvoir retirer ces Ethereum stackés. Donc, stacking, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, stacking, c'est mettre à contribution ces Ethereum. Donc, tout ça, ça se passe virtuellement. En gros, on possède des Ethereum virtuellement, des ETH, la crypto d'Ethereum, et on décide de les déléguer donc sur une plateforme qui propose cela, comme Lido, comme Rocket Pool, comme Coinbase. Voilà, vous allez sur ces plateformes-là, vous achetez de l'Ethereum, et ces Ethereum-là, vous les mettez à disposition, donc vous les bloquez. Et en fait, ces pools-là vont utiliser cette puissance d'Ethereum où c'est l'argent derrière ces Ethereum que vous avez délégués. Parce qu'un Ethereum, ça vaut tant. Bon, peut-être que vous allez donner une miniature, une partie, c'est-à-dire des Ethereum fractionnés, mais ça va contribuer. En fait, tout ça, ça va être dans une pool. Ils vont utiliser cet argent-là pour... tout cet argent va servir à payer les validateurs d'Ethereum pour qu'ils sécurisent le réseau de l'Ethereum. Donc là, je vous le fais à la va-vite, en mode vulgarisé. Mais voilà ce que c'est. En gros, là, le fait de déléguer, vous contribuez à la sécurité du réseau Ethereum. Pour pas que le réseau soit hacké. Voilà, pour que vous apportez en fait la sécurité. Et comme ça, vous permettez aux gens qui utilisent les services d'Ethereum d'être protégés, on va dire. Vous voyez? Et en contrepartie, vous allez recevoir des ETH et de la rémunération en ETH. Voilà comment ça se passe. C'est ça le stacking, on va dire. Donc voilà, par rapport à tout ça, on attend cette mise à jour. Elle devrait arriver après-demain. Donc de toute façon, je ferai des vidéos pour vous donner, pour vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ça. Donc dans le reste des actualités, vous avez le BGB qui avait performé. Donc voilà l'annonce. Bitgate qui lance un fonds d'investissement doté de 100 millions de dollars et visant à soutenir des projets Web3 asiatiques. Donc tout ça, c'est 100 millions, mais pour des projets asiatiques. Donc ça va encore dans le narratif
de Hong Kong, voilà, de Conflux Network, de tout ce qui se passe en Chine là. La Chine est en train de vraiment de s'ouvrir et Bitgate qui lance une initiative et ça a donné de la puissance à l'exchange Bitgate. Donc l'Asie là, la Chine là est vraiment en train de s'ouvrir là à travers Hong Kong, est vraiment en train de devenir un hub à part entière. Sinon, on a encore des hacks. Et voici les hacks de la journée. L'exchange coréen GDAC qui a été piraté. Près de 13 millions de dollars dérobés, soit 23% du total de ses actifs. Donc c'est quand même une grosse partie de ses actifs qui ont été dérobés. Donc ça, c'est un exchange en Corée du Sud. Le protocole DeFi Terraport s'est fait hacker aussi. Plus de 15 milliards de tokens LUNC ont été dérobés. Donc ça représente 4 millions de dollars. Voilà, ça dérobe. Les hackers sont voilà, un peu partout. Voilà. Donc voilà, c'est au quotidien. Voilà, c'est pas encore assez protégé. Mais sachez qu'il y a encore des hacks. Après, il y a quand même des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Vous savez, la gigantesque histoire de FTX. Et là, on a FTX qui a récupéré 1,4 milliard de dollars d'actifs numériques et a aussi identifié 1,7 autres milliards de dollars supplémentaires. Donc, FTX est en train de récupérer de plus en plus d'actifs à gauche, à droite. Et certainement que ça va être utilisé pour rembourser toutes les victimes, les choses comme ça. Et donc, pourquoi pas FTX? Moi, je pense qu'FTX, même l'exchange de trading FTX, va un jour renaître de ses cendres. Et sa crypto FTT, un jour, va exploser. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quand. Mais je pense que FTX va renaître. Et ça va être géré, bien sûr, par des gens honnêtes et tout ça. Parce que l'exchange FTX, dans le fond, était bien géré. C'est juste le gars derrière, Sam Bankman-Fried, faisait n'importe quoi. Mais l'exchange, l'idée et l'exchange FTX tournait bien. Et Sam Bankman-Fried utilisait l'argent des fonds pour voilà, faire ses propres affaires, ce qui n'était pas bon. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a des fonds qui sont récupérés et peut-être que des victimes vont être remboursées. Et aussi, on apprend là, ça c'est plus récent, SushiSwap qui avait été hacké pour 3,3 millions. Là, on voit que Sushi récupère 100 ETH provenant de l'exploit. Donc voilà. Peut-être que d'ici quelques jours, quelques semaines, il va y avoir des fonds qui vont être récupérés. Donc voilà, par rapport à tout ça, c'est des bonnes nouvelles. On verra. Sinon, dans le reste du monde, bon, vous savez qu'on est en plein conflit. L'Ukraine, voilà, des fuites de l'armée américaine révèlent que l'Ukraine est en mauvaise posture. Selon une note du Pentagone du 28 février, diffusée le 9 avril, là, donc c'était hier, par le New York Times, la défense aérienne ukrainienne aura épuisé tous ses stocks, donc des missiles S-300 et Buk de l'ère soviétique, dans 3 semaines au plus tard. Donc dans moins d'un mois, là, pour ce qui est du côté aérien, là, on dirait que l'Ukraine est arrivée à bout. En plus, on sent une domination là, russe. Apparemment, ils ont pris le contrôle de Bakhmut et tout ça. L'Ukraine n'est plus très loin. On sent que Zelensky aussi là, est à bout de souffle. Là, on sent qu'il est en perdition. Donc l'Ukraine qui semblerait peut-être d'ici quelques mois là, va perdre la bataille. Donc on surveillera tout ça. C'est important. Ça joue directement sur les matières premières. Les matières premières agissent directement sur l'inflation. Et donc, du coup, ça peut obliger l'Union européenne et même la Fed à augmenter ses taux d'intérêt parce que, pour freiner l'inflation qui est alimentée par tout ce qui se passe là. Donc ça a un coup directement sur la finance. Bon, à moins de degrés, on va dire, mais ça peut porter un coup, on va dire, sur la finance. Et autre tension plus forte, donc c'est la Chine qui a condamné ce 10 avril, donc aujourd'hui même, l'intrusion de destroyers lance-missiles USS Milius, donc dans les eaux adjacentes au récif Meijin, dans les îles donc Nansha de Chine, donc sans l'approbation du gouvernement chinois. Donc, comme vous le voyez, on a le porte-parole du commandement sud de l'APL qui dénonce tout ça. Et donc, en fait, là, qu'est-ce qu'on a, en fait? Pékin qui dénonce l'intrusion illégale de destroyers américains, des lance-missiles. Vous voyez? Donc, les Américains, eux aussi, mettent leur nez là. Parce que les Chinois, là, pardon, sont en train de faire des essais autour de l'île de Taïwan pour 3 jours. Donc, aujourd'hui, ça devrait être le dernier jour d'essai
en fait, ils sont en train de se préparer à envahir Taïwan parce que Taïwan, la délégation de Taïwan et la présidente de Taïwan s'amusent à aller rencontrer des dirigeants américains, ce qui énerve les Chinois. Et là, ils ont lancé 3 jours d'essais militaires. Et là, on n'est pas loin là. Donc là, aujourd'hui même, il y a des tirs à balles réelles pour les Chinois là. Mais là, les Chinois ont constaté l'intrusion de destroyers américains. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? En fait, vous voyez que la Chine s'entraîne à un bouclage de Taïwan au 3e jour là, tandis que les États-Unis, après avoir appelé à la retenue, déploient des destroyers dans les eaux revendiquées par Pékin. Donc vous voyez que les Américains viennent mettre de l'huile sur le feu. Les Américains, certes, sans doute, aimeraient que les Chinois qui aimeraient qu'il y ait un conflit entre eux, parce qu'à à l'instant T, ils restent plus puissants que les Chinois, militairement, tout ça. Et ils aimeraient que les Chinois lancent un conflit pour affaiblir les Chinois qui sont en train de mater les États-Unis, qui sont en train de dédollariser le monde et tout ça. Mais je pense que les Chinois vont se retenir, même s'ils ils sont en train de dénoncer ça. Je pense qu'ils vont se retenir. Donc on verra en tout cas qu'est-ce qui va se passer, mais c'est très tendu hein, autour de Taïwan là. Donc voilà, et la Chine qui, à propos de l'exercice autour de Taïwan, là, à travers son communiqué, donc ça aussi, hein, c'est récent là, donc il déclare pour le plus grand danger pour la paix à travers le détroit de Taïwan et les actions séparatistes de l'indépendance de Taïwan, la connivence et le soutien de forces extérieures. Nous espérons que la communauté internationale comprendra pleinement l'essence de la question de Taïwan, adhérant fermement au principe d'une seule Chine et s'opposera résolument à toute forme d'activité séparatiste visant à l'indépendance de Taïwan. Donc les Chinois ne rigolent pas, hein. Ils lâcheront jamais Taïwan. Donc pour la paix dans le monde, les Chinois réclament au monde entier de respecter le principe d'une seule Chine. Et c'est juste que Taïwan se positionne en position de rebelle. Donc pour Taïwan, pour moi, c'est qu'une question de temps avant que il se fasse envahir même par la Chine ou recontrôler. Les Chinois deviennent de plus en plus puissants et tôt ou tard, ils trouveront, je ne sais pas si c'est très tôt ou pas, mais voilà, ils s'occuperont du cas de Taïwan. La Chine ne laissera pas Taïwan, hein. Surtout que ça représente des milliards voilà, en technologie. Parce que Taïwan, c'est TSMC, hein. C'est les principaux fabricants de puces de semi-conducteurs qui vont servir pour tout. Pour la robotique, pour l'intelligence artificielle, pour les véhicules autonomes, voilà. Pour tout ce qui va être technologique dans le futur, c'est les puces semi-conducteurs. Et c'est Taïwan qui sont les meilleurs dans ça, et les Chinois ne les lâcheront pas. Donc on verra en tout cas. Donc voilà les amis, hein. Voilà pour le direct, enfin la vidéo, je suis plus en direct, pour la vidéo d'aujourd'hui. Et donc on va surveiller hein, les cryptos, tout ça. Mais on n'est pas loin d'exploser. Hein. Vous voyez? Donc on va surveiller tout ça. Les marchés sont fermés aujourd'hui. Donc impossible de dire comment ça se passe réellement. Mais si vous le voyez bien, je vais vous mettre... Alors je vais enlever... ça c'est mes études par rapport à Kaspa et Conflux. Mais pour ce qui est des marchés américains, sur le mois, vous voyez que ça monte. Hein. Pour les marchés américains, ça c'est le SP500, le Nasdaq, on est plutôt en hausse. Sur les 6 mois, on va voir comment ça se comporte. Ouais, c'est en hausse aussi. Hein. Donc les marchés qui se comportent plutôt bien hein, aussi américains. Mais en tout cas, pour ce qui est des cryptos, nous, on se concentre sur le Bitcoin. Et le Bitcoin qui, vous voyez, depuis un an, c'est voilà, c'est repositionné et attend une nouvelle phase, une nouvelle insufflation haussière. Donc on va surveiller tout ça en tout cas. Donc voilà, hein, je fais pas plus long. On est à 40 minutes, je pense. Ouais, 44 minutes, hein, c'est très long. Bon, je vous laisse avec cette vidéo. Je la passe sur YouTube. Et surveillez, cette semaine va être très volatile. Hein. Mercredi, tout se joue. Donc les amis, force à nous. Hein, et force à vous hein, pour cette semaine qui démarre. Bon courage, en tout cas. Et nous, on se tient au courant hein, pour la semaine. Allez, à plus.